capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Bon, on a le plaisir de te retrouver dans les studios de Radio Occitanie. On s'est déjà vu plusieurs fois. On s'est au téléphone toutes les semaines. On s'était vu plusieurs fois à l'association. Là, on a le plaisir de te recevoir en plateau. On va commencer par la question, je pense, la plus dure de la soirée. Comment ça va ? Très bien. Avec 3 points de plus pris contre l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, ça irait encore mieux. Ouais. Mais ça va très bien. Très bien. Grosse saison pour les féminines. On est sur une très belle lancée. On est premier à égalité de points avec Cannes, du coup, suite à la défaite face à l'Olympique Lyonnais. Comment tu juges pour le moment, on va dire, cette saison ? On entame la saison en septembre dernier avec la ferme intention de remonter tout de suite en D2 après être descendu. Et le club nous accompagne plutôt bien pour atteindre cet objectif-là. Et du coup, pour l'instant, on est dans les temps. On s'attendait à avoir un ou deux adversaires de gros calibre. C'est la Cannes pour l'instant qui est le plus proche de nous et qui nous suivra jusqu'à la fin du championnat, je pense, qui lâchera très peu de points. Donc ça va être une grosse bataille, mais pour l'instant on a notre destin entre nos mains et c'est pas le cas pour Cannes. 8 matchs qui restent, 8 finales. Ouais. Et quand on regarde le calendrier, alors après c'est du papier, ça reste abordable normalement, j'ai envie de dire. La chance qu'on a, c'est que les deux oppositions sont derrière nous. Il va nous rester 3 équipes du top 6. Le Puy qu'on accueille dans 10 jours. Grenoble qu'on accueillera sur le week-end où les pros accueillent l'Olympique de Marseille. Et puis Clermont sera le match de clôture. Et puis on se déplace chez des candidats au maintien, dont ce week-end contre Nîmes. Et on sait très bien que sur les fins de championnat, aller chez les candidats pour le maintien, les candidates en l'occurrence, c'est jamais simple, quoi. Il y a un Cannes-Lyon, surtout dans 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Dans 10 jours. Dans 10 jours, ouais. Qui va être ultra important et qui peut être décisif, comme tu nous le disais mardi par le vocal, c'est que si elles envoient la même équipe qui est venue à Toulouse, ça peut vite les embêter, les Cannaises, quoi. Canoises, pardon. Mais nous, c'est notre souhait, parce qu'on savait, en démarrant la saison, que la réserve de l'Olympique Lyonnais, ça pouvait être un épouvantail. Et la réalité, c'est que elles ont eu des difficultés à être régulières parce que c'est une équipe réserve qui aligne jamais le même 11. Nous, il y avait 13 joueuses qui avaient changé par rapport au week-end d'avant où elles avaient perdu à domicile. Donc, moi, je connais bien le coach adverse qui est un ami, qui est en formation avec moi cette année, d'entraîneur. Et je lui dis qu'une chose, je lui dis que j'espère juste que vous irez à peu près avec le même groupe pour pas que ça fausse le championnat. Mais en soi... Et on a notre destin entre nos mains, je le redis. Si on fait aucun faux pas, que Lyon batte Cannes ou pas dans 10 jours, ça changera rien à l'issue, on sera en D2 la saison prochaine. C'est pas un peu, pas gênant, mais se dire que tiens, il y a une équipe qui a l'opportunité de savoir à peu près qui monte ou qui monte pas. Enfin, c'est un peu mal exprimé comment j'ai dit. D'arbitrer, voilà. C'est pas un peu gênant quand nous, une équipe comme le TEF qui ambitionne de monter, ou d'autres équipes d'ailleurs, pas que nous, mais qu'on se dit que ça peut être vraiment un épouvantail, qu'au final, en fonction des équipes qu'elles envoient, ça peut pas fausser le championnat, mais un petit peu quand même. Ça l'influence beaucoup, mais on est première. Ouais. Si on gagne tout, on n'aura pas à se soucier de ce que vont faire les autres. Donc c'est un luxe, encore une fois, que n'a pas Cannes. C'est vrai. Et ça c'est cool. Ah oui. Ça c'est bien. En plus, c'est vraiment le discours depuis le début de la saison que tu as en plus à chaque fois, et on le voit, et ça continue de se maintenir à ce haut niveau. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vu la saison galère de la saison dernière, parce que c'était une saison galère où on se rappelle que les 6 premiers mois ont été très compliqués. Après, il y a eu un mercato, il y a eu un ajustement, on a failli même croire au maintien. Ça s'est fait de justesse, on a loupé quelques points, on va dire, en début de saison. Mais est-ce que justement, avec le recul, alors peut-être pas maintenant aujourd'hui, peut-être plus à la fin de la saison, mais déjà aujourd'hui, est-ce que tu te dis pas que c'était quand même une bonne expérience aussi, que ça vous a apporté peut-être un supplément d'âme pour être vraiment les taulières de cette D3? Il y a 4 ans, quand on est descendu de D2 en R1, à la fin de la première période du Covid, à la fin du premier confinement, on a eu un renouvellement de génération complet sur l'équipe féminine. Alors en plus de ça, le rachat du club par Redbird, il y avait la descente la même année des garçons en Ligue 2,
c'était tout le club qui se renouvelait un petit peu dans l'ensemble de ces projets. Et la section féminine a tout de suite aussi été érigée en priorité par à la fois les propriétaires et la direction dès les premières semaines. Donc en fait, on a mis en place un projet pour remonter et sur le plus long terme, pour même essayer d'aller se placer sur la plus haute division nationale, la D1 Arkema. Donc le petit défaut qu'on a eu, et j'en prends une certaine responsabilité, c'est qu'on est monté en D2 et on a conservé une ossature énorme de l'équipe qui était là la saison dernière, composée de la plupart des joueuses formés au club. C'était 70%, je crois, l'année de la montée. Et aujourd'hui, le 11 de départ, c'est 50% qui sort des U19 du club. Donc, on a souhaité garder cet ADN-là, mais comme elles étaient toutes inexpérimentées par rapport au niveau national, ça a mis du temps à se mettre en place, à la fois pour elles et pour le staff. Et ce temps, malheureusement, on n'a pas pu le rattraper à la fin. Moi, je me demandais, c'est une réflexion qu'on a eu souvent pour l'équipe masculine sur les dernières années, de se dire, entre guillemets, c'est pas normal qu'on soit aussi bas parce que Toulouse, 4e ville de France, etc. Est-ce que c'est pas aussi une ambition d'avoir une équipe féminine qui fasse honneur à la ville, tout simplement, et à toute la communauté qu'il y a derrière? Parce qu'on sait que, finalement, quand on regarde Toulouse par rapport aux autres gros centres urbains de France, on est un petit peu en dessous au niveau sportif, mais est-ce que l'objectif, c'est vraiment de retrouver une place qui devrait être la nôtre, entre guillemets? Je pense que les ambitions du président, elles sont très élevées, pour les garçons comme pour les filles. Mais on n'est pas un club qui vit avec un budget de 100 ou 150 millions d'euros. Le football féminin aujourd'hui, ce sont encore une fois des investissements à perte parce qu'il n'y a pas de modèle économique, donc ça ne rapporte pas d'argent. À l'époque de l'ancienne direction, il n'y avait pas de souhait de la développer parce que justement ça générait des pertes financières pour le club, et je suis pas là pour juger les choix politiques de l'époque puisque c'était pas mon argent, mais je vois bien la difficulté qu'ont les clubs d'investir dans la durée de 1 à 3 millions d'euros pour leur section féminine chaque année, notamment en D1 Arkema. Il faut aller chercher des sponsors, il faut aller chercher des mécènes, il faut aller chercher des gens qui nous accompagnent dans le projet féminin. Ça met du temps, ça prend du temps. Mais la direction qu'a pris le club depuis la reprise, elle va dans le sens justement d'aller chercher ses partenaires, d'y aller progressivement, de ne pas injecter d'un coup 1 million d'euros parce que d'un coup on a envie de monter très vite ou de se maintenir, et du coup ça nous obligerait à sortir toutes nos jeunes formés au club pour aller chercher des joueuses de l'extérieur. On y va progressivement, avec nos moyens, et ils sont à chaque fois toujours proportionnels aux moyens qu'on met aux garçons. C'est-à-dire que si ça grimpe pour les garçons, ça grimpe un peu pour les filles, etc. C'est toujours un peu dans ce move-là, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On gardera un petit temps à la fin pour poser toutes les questions des auditeurs aussi, donc n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux. Moi, j'ai une petite question, du coup, pour un petit parallèle avec les garçons. Est-ce qu'au final, cette descente a été, même si on n'est pas encore au bout de l'aventure, est-ce que cette descente était bénéfique, un peu comme la descente à l'époque en Ligue 2 avait fait quand même du bien pour reconstruire et repartir vers la Ligue 1? Si elle se fait sans rachat, je sais pas. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est toute la manière de fonctionner du club qui a changé. Donc, on a profité de ça, de ce nouvel élan. Donc, oui, ça a fait du bien parce que ça nous a permis de repartir de zéro. Mais si on était resté quelque part avec les mêmes choix, les mêmes orientations politiques qu'avant, je ne sais pas si aujourd'hui on serait là où on est ou proche de monter, parce que le football féminin chaque année demande de plus en plus d'investissements, de revenus, et heureusement d'ailleurs, la situation des joueuses s'améliore d'année en année, même si ça ne va pas assez vite, mais ça demande beaucoup d'argent au club. Voilà, il fallait accepter d'y aller, quoi. Ouais, j'aurais une question pour Antoine. Dans ton discours, tu parles souvent de formation, de 50% qui sont formés au club. Ça en est où au niveau... alors, je vais dire Midi-Pyrénées, mais bon, Occitanie, est-ce qu'il y a un maillage de fait? Est-ce que le TEF est très attractif? Est-ce qu'il y a vraiment un vivier? Est-ce que le club veut s'appuyer sur ce vivier-là s'il existe? Est-ce que pour toi, ça te paraît être compliqué, ou alors il faut élargir un petit peu plus Moi, je pense que chez les garçons, le club
s'est sauvé plein de fois ou a relevé la tête plein de fois grâce à sa formation. Pour moi, les filles doivent fonctionner de la même manière. Moi, je ne suis pas originaire d'ici. Je suis originaire de Nantes. Ouais. J'ai grandi dans les années où le FC Nantes ne vivait qu'au travers de sa formation. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, il faut que le TFC, en tout cas l'équipe féminine et la formation féminine, s'imbriquent dans l'Occitanie, à l'époque dans Midi-Pyrénées. Et j'ai essayé au maximum d'aller chercher des partenariats avec des clubs ou de suivre des joueuses de la région pour les amener ensuite chez nous sur les années de lycée, etc. Moi, je pense que on est attractif aux yeux des autres, des jeunes filles. Montpellier est une structure qui a pris énormément d'avance dans le football féminin par rapport à nous et depuis de nombreuses années. Donc on est peut-être en concurrence un petit peu avec le Montpellier Hérault sur les jeunes filles d'Occitanie. Mais tout ce qui se passe autour du département de la Haute-Garonne et des départements limitrophes, globalement, le TFC garde une attractivité importante aux yeux des jeunes filles. Ouais, parce qu'en effet, sur Toulouse, on le sait, être pro-féminin, on n'en vit pas forcément. Et on a quand même un maillage d'entreprises, on a des universités, donc c'est quand même moyen d'attirer des jeunes filles. Voilà, pour qu'elles aient un petit quelque chose à côté, avoir un diplôme qui a de la valeur. Bien sûr. Bien sûr. Non, là, donc je pense qu'il y a un potentiel à Toulouse. Ouais, il y a un énorme potentiel. Ouais. Il faut juste l'exploiter en arrivant à professionnaliser celles qui sont déjà sorties des études et qui ne demandent qu'à vivre justement de leur passion, du football. Ça, on n'était pas en capacité de le faire avant. De plus en plus, on va, je pense, y arriver. Et puis, d'accompagner de la meilleure des manières celles qui sont pour l'instant non diplômées et qui, pour moi, doivent l'être avant de signer un contrat et de s'adonner que à la pratique du football. Au vu de la précarité du parcours professionnel d'une joueuse, c'est important qu'elle valide un diplôme avant de se lancer dans le foot professionnel. Il y a toujours du coup un intérêt de faire beaucoup de formations aussi à Toulouse. On a vu les 19 d'ailleurs qui ont très bien marché, on en parlera un petit peu après, mais qu'il faut rappeler, c'est une équipe de surclassés. Enfin, c'est pas que des 19, c'est des 17 pour la plupart, c'est ça. Donc c'est qu'il y a quand même de la relève qui arrive. Il y en a même aussi qui s'entraînent avec le groupe Pro. On a dans les 23 aussi des filles qui performent. Donc le TEF a quand même un bon vivier et de jeunes joueuses, j'ai envie de dire. Il y a eu des retouches, on va dire, à l'extérieur, mais le vivier toulousain, un peu comme les pros, j'ai envie de dire, a une bonne base. Bien sûr, bien sûr. Et puis on en fait profiter sur l'équipe Fagnon. Là, on a une jeune 2007 qui joue titulaire avec nous tous les matchs depuis le début de la saison. On en a une deuxième qui vient avec nous ce week-end, qui est dans le groupe pour la première fois de la saison. Il y en a une qui est en équipe de France en ce moment et qu'on va aussi essayer de promouvoir au fur et à mesure. Toutes ces jeunes joueuses, année après année, elles restent ici au TFC parce qu'elles sentent aussi que quand elles vont aller plus haut et qu'elles vont arriver en senior au niveau national, on va leur ouvrir la porte pour qu'elles puissent avoir leur chance, quoi. Après, sur ça, on en vient toujours au même point. Et moi, j'ai envie de saluer et de dire bravo à ces gens-là. C'est tout l'aspect du foot amateur, en fait. Parce que surtout, c'est les jeunes filles. Tu vois, il y a un âge où la puberté arrive et elles peuvent plus jouer en mixte. Et si t'as pas de structure, derrière, tu peux pas faire de détection. Et ce vivier qui existe, il se perd. Et t'en as plein qui arrêtent la pratique ou il y a une impression de gâchis finalement, parce qu'il y a plein de joueuses talentueuses et c'est important qu'elles puissent se montrer. Donc moi, c'est le foot amateur, on sait que il n'est pas dans son meilleur état actuellement, et j'en profite parce que j'ai vraiment envie de saluer tous ces gens-là, parce que c'est aussi eux qui font fonctionner ce monde-là, surtout quand on voit que au niveau professionnel, on n'est pas aussi avancé chez les filles que chez les garçons. Donc moi, j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là, et surtout que moi, je suis convaincu, par rapport à la question que Fred posait tout à l'heure, qu'en Occitanie et dans la région toulousaine, il y a beaucoup de joueuses talentueuses et qu'il y en aura encore plein. L'objectif, c'est toujours la montée en D1 pour la section, mais sur du moyen terme, j'ai envie de dire. Oui, sur du moyen terme. Parce que aujourd'hui, on n'est pas prêt dans les structures. On n'est pas prêt à y aller sur un très court terme sans sacrifier les jeunes joueuses qu'on est en train d'emmener là-haut. Donc autant pour l'instant y aller étape par étape. Leur permettre, elles, de se jauger par rapport déjà à une division 2 qu'on aimerait atteindre à la fin de la saison. Et c'est en jouant à ce niveau-là et en se confrontant à ce genre de problématiques qu'elles vont réussir à franchir les paliers. Comme de nombreux joueurs du groupe professionnel qui sont arrivés par le biais effectivement de l'analyse data de championnats un peu moins médiatisés, qui avaient besoin de se jauger sur un championnat un peu plus relevé qu'est la Ligue 1, et ils franchissent des paliers de la même manière, alors que si on les avait mis
dans un effectif d'une top équipe de Ligue 1 ou d'un championnat espagnol ou italien, peut-être qu'ils auraient passé leur temps sur le banc et finalement leur potentiel, on ne l'aurait jamais vu s'exploiter. Pour les filles, c'est la même chose. C'est pareil, ouais. En parlant de structure, vous jouez sur l'annexe 1, du coup, généralement. 5. 5, pardon, pas le 1, oui, le 5, c'est le Brice, oui. Il y a eu des délocalisations aussi en début là, de saison à cause de la Coupe du Monde. Nous, c'est vrai qu'entre nous, on se pose souvent la question, mais à quand un stade pour les filles ou quelque chose? Est-ce que c'est quand même dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a une volonté de la part du club ou pour le moment, on n'en est pas encore là, j'ai envie de dire? Si, il y a une vraie volonté de la part du club d'améliorer, on va dire, l'offre spectateur. Là, actuellement, le terrain 5 Bristaton, il correspond aujourd'hui à la communauté de supporters qu'on génère, qui est pour l'instant assez réduite. Notre histoire, elle est relativement jeune, en tout cas avec cette nouvelle direction. Mais si on atteint cette division professionnelle qui est la D2, qui est censée devenir professionnelle au 1er juillet 2024, si on atteint la D2 à la fin de la saison, il est clair que pour générer une communauté de supporters au fur et à mesure de plus en plus nombreuses, il va falloir qu'on leur offre quelque chose d'un peu plus confortable, à la fois quelque chose pour s'asseoir, pour regarder le match, des toilettes, une buvette, voilà, chose qu'on n'a pas pour l'instant. Et c'est une vraie réflexion de la part du club d'améliorer les conditions générales de l'équipe Fagnon féminine. Donc voilà, c'est encore en cours de discussion, mais on devrait en toute logique quitter l'annexe 5 Bristaton pour la saison prochaine. Et ça serait un stade du coup hors stadium on ne pourra pas demander à la métropole toulousaine ou au conseil départemental de créer un stade de toutes pièces pour les filles. C'est pas dans les tuyaux. Ce qui est certain, c'est que en D1 Arkema, il y a une obligation qui vient de sortir, qui est l'obligation d'accueillir 5 matchs premium dans le stade de l'équipe masculine. Donc ce ne sera pas une obligation en D2 pour nous, mais le président Comolli a la vraie volonté que les filles se produisent un peu plus souvent sur la pelouse du stadium, soit en marge d'un match professionnel, en levée ou en baissée de rideau, soit même de manière indépendante sur un week-end où les pros sont à l'extérieur. Ce serait chouette ça. Ouais. Ce serait top. Hein. Bah, nous, on se plaint souvent que les féminines et les jeunes jouent en même temps que les pros. Et du coup, quand on essaie de jongler entre tout, les calendriers, un effort pourrait être fait quand même. On est en droit de penser que... Je pense qu'il y a plus de monde. Des fois, ça tombe mal, tu vois, mais quand même, ça arrive assez souvent, hein. Ce genre de choses. Moi, je pense que l'histoire du stade, le lieu, on l'a. Et peut-être que le club pourrait réfléchir à Fred, la bonne adresse, vas-y. Non, mais bon, tu pourrais aménager. Il y a quoi? Il y a 4 terrains? 5? Les annexes, 5. Ouais. 5, ouais. Tu pourrais en faire un, tu peux monter des tribunes, et ça te fait ton second. Mais ils ne sont pas les seuls à maîtriser, c'est la métropole le problème. Enfin, je ne les accuse pas, mais après, je veux dire, c'est eux qui sont décisionnaires sur ce genre de choses aussi. En tout cas, le TFC n'est pas propriétaire des lieux. Oui, je sais. Donc, mais je pense que s'ils proposent de monter des tribunes à leurs frais, bon. Non, mais ça pourrait être quelque chose, tu vois. Tu aurais un stade à côté. Après, pour défendre le club, quand on voit combien de temps les Indians sont mis pour avoir juste leur perchoir et la sono. 15 ans. Oui, non, mais là, on n'est pas sous la même... Oui, alors tu imagines ça. On n'est pas sur la même chose, je pense. Là, c'est quand même c'est une section qui fait pleinement partie du club, qui peut-être dans 2-3 ans va être amenée à avoir son propre stade, quoi, et son propre lieu de vie aussi, son propre... Et bon, il faudrait pas trop non plus que ça prenne du retard, quoi. Pour parler un peu de sportif, on va en parler un peu d'autres choses. Pour dimanche, est-ce que le groupe est au complet? Est-ce qu'on a des blessés? Est-ce qu'il y a des retours de blessures, peut-être? Normalement, non, il y a tout le monde qui était là. Oui, de manière générale, les filles sont en bonne santé en ce moment. Donc, normalement, le groupe devrait être à peu près au complet, hormis 2-3 filles qui reviennent de blessures. Voilà, mais... Comment ça se passe sur un match extérieur comme ça? Il y a une mise au vert, on part la veille, on part le matin Sur un déplacement aussi court que celui de Nîmes, on part un peu plus tôt pour pouvoir manger sur place. Ouais. Et après, on va directement... Enfin, on fait le déplacement dans la journée. Dès que ça dépasse 3-4 heures de route, on se déplace toujours sur 2 jours. 2 jours avec... on dort à l'hôtel... comme une équipe pro Oui, voilà, on se déplace en bus, on dort à l'hôtel, on dort pas sur la même gamme d'hôtels que les joueurs professionnels, bien évidemment, et c'est normal. Mais on est plutôt très bien lotis par rapport à plein de clubs de notre division qui se déplacent, eux, des fois sur 6 heures de route dans la journée pour rentrer dans la nuit. Après, je pense à nos voisines de Colomiers, qui sont pas dans les mêmes conditions que nous.
Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué là, puis ça doit jouer aussi sur les performances. C'est pas ça doit jouer, ça joue sur les performances. Bien sûr, ça joue. Sacha, j'avais préparé des questions. J'ai vu qu'il y avait J'en plein de ai nouvelles mis questions, quelques-unes, des est-ce que tu choses veux qui les faire ou tu veux m'intéressent. que je les dise. Je t'en fais une ou deux, parce que là j'y pense maintenant. Mais moi, tout à l'heure, on parlait Quel travail de la fameuse communauté. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, au TFC, en termes de mise en avant et de communication, il y a quelque chose qui se fait quand même. On essaye de mettre aussi les féminines en avant, ce qui est pas forcément le cas dans tous les clubs, y compris aux échelons au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes satisfait à l'heure actuelle, la place qu'il y a qu'a la section féminine dans la communication du club, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense que depuis 4 ans, on est un club qui détonne un peu à notre niveau de compétition actuelle sur notre place sur les réseaux sociaux. Parce que rien que la page Instagram génère, je ne sais plus si elle génère 25 000, je crois, actuellement. Ce qui est, pour un club de Détroit, on doit être le seul dans ce cas-là. 26 500. Voilà, Donc 26 000. Donc il y a un gros boulot qui a été fait il y a 4 ans, parce qu'on venait de tomber au niveau régional, un peu aux oubliettes quelque part, et on a essayé de miser aussi là-dessus, sur le fait de générer une image attractive sur les réseaux. Le club est déjà très bon sur le plan de la communication, sur le plan national, en tout cas sur la section masculine, et on a essayé de joindre les manières de faire pour avancer ensemble, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et pour la petite anecdote, il y a à chaque fois qu'on accueille une nouvelle joueuse, elle espère absolument passer sur la page Instagram, parce qu'elle sait que ça va être original, que ça va être qualitatif, etc. On sent qu'elles y tiennent beaucoup. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de générer une communauté, de faire venir des gens, et tous ces projets de stade, etc. Enfin, le public, on sent qu'il est là. Et il y a de l'engagement. Et c'est vrai que, mine de rien, j'englobe un petit peu tout, mais si l'émission n'existait pas, si les publications sur Insta, sur Twitter, elles n'existaient pas, je sais même pas si je saurais citer 5 joueuses de la D3 à l'heure actuelle. Je t'écoute. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, franchement, ça amène vraiment quelque chose, et j'ai l'impression que... Alors, je vois pas trop comment ça se passe ailleurs, mais j'ai l'impression que vraiment les efforts qui sont faits, ils sont faits dans le bon sens actuellement sur ce niveau-là, en tout cas. Ouais, Voilà. ça, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a déjà, si on n'avait pas les mêmes horaires que les gars, il y aurait un peu plus de monde aussi qui viendra. Il y aurait pas non plus 10 000 personnes, mais je pense que ça doit jouer dans... Ça joue, dans un certain le niveau joue, Oui, c'est un tout. le confort du spectateur ou de la spectatrice quand elles viennent sur le complexe. Pour moi, tout ça doit franchir un palier au fur et à mesure. Et ça va le faire. Il y a quand même un effet grand match, quand même, parce qu'on se rappelle des matchs importants. La communauté s'en rend compte. Il y a forcément un peu plus de monde aussi que des matchs qui peuvent être aussi au creux de la saison. Donc il y a aussi cet engagement qui existe. Oui, tout à fait. Je pense qu'on avait cumulé 600 spectateurs le jour de la montée contre Monaco. Je pense qu'au début du match contre Nice au Stadium la saison dernière, qui n'avait pas été malheureusement un match de grande qualité de notre part, mais je crois qu'il y avait 3500 ou 4000 qui étaient restés au début. Entre 3000 et 4000, ouais. 3 ou 4000 qui étaient restés au coup d'envoi. Voilà, l'idée c'est que dans quelques temps, les 3 ou 4000 qui sont là au début, ils soient aussi là à la fin, parce que bien évidemment, il y avait de moins en moins de monde au fur et à mesure du match, et il faut qu'on amène le spectateur ou la spectatrice à s'intéresser vraiment au parcours de cette équipe féminine. Il y a aussi des pistes pour de la diffusion dans un second temps, de retransmettre les matchs ou pas forcément. C'est encore trop compliqué. Mais la D1 a été achetée par Canal+, sauf, j'ai pas à ma connaissance le fait que ça doit changer dans les années à venir. Normalement, c'est Canal qui va garder la D1 Arkema. Et la D2, je pense que dans un premier temps, comme beaucoup de divisions semi-professionnelles masculines, ce serait bien qu'elle bascule sur FFF TV et que au fur et à mesure, les gens aient accès au match. Mais bien sûr que ça participera à tout ça. Déjà, ce sera potentiellement une rentrée d'argent future pour le club si une chaîne arrive à acheter les droits de la D2. Voilà. Il y a beaucoup de travail qui est fait à la Fédé en ce moment, et notamment par Jean-Michel Aulas, pour essayer de créer une société commerciale, ou en tout cas un modèle économique autour des divisions nationales. Par rapport au foot national, Hervé Renard qui quitte le poste après les JO,
Du coup, Antoine Gérard postule ou il reste au TFC? Antoine Gérard, il est sous contrat avec le TFC en cas de montée à la fin de la saison et il est très heureux ici. Non, mais plus sérieusement, cette équipe féminine aussi, je pense qu'elle est un peu locomotive de tout ça. Cette équipe de France, les observateurs disent souvent qu'on a loupé le coche avec la Coupe du Monde en France aussi, quand les filles avaient organisé la Coupe du Monde. C'est une belle performance au JO. Je pense que ça ramènerait peut-être un peu de bonus, on va dire, Bien sûr. à tout le football féminin. Au même titre que la Coupe du Monde 98 nous a lancé dans une nouvelle ère sur le football masculin. Bien sûr qu'on a besoin d'un résultat. C'est top d'avoir une personne qui arrive du football masculin et qui aussi s'intéresse quelque part au fait de manager des jeunes femmes qui sont internationales dans leur pays, parce que ça aussi, ça aurait été Hervé Renard ou un entraîneur de renom de sélection nationale à la tête de l'équipe féminine. Il y a quelques années, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient attractif parce que ça a pris une autre ampleur. Donc, c'est top. On va vers le mieux quand même. Je pense. Oui. Je pense, ouais. Pour finir, après on finira avec des questions des auditeurs, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est quoi une semaine d'Antoine, coach du TFC féminin? Qu'est-ce qu'il fait dans sa semaine? Beaucoup de séances d'entraînement, je présume. Alors oui, Antoine, il est pas seulement entraîneur de la D3 féminine, il est aussi responsable de la section dans son ensemble. Donc là, on est dans la période importante de projection vers la saison d'après, sur les projets de structuration, la gestion des effectifs et notamment les jeunes qui, dans leur cursus scolaire, doivent intégrer notre lycée partenaire, le collège, etc. Là, on est en train de créer une classe à horaire aménagé sur un collège toulousain, le collège Clément Cisor, qui est à Saint-Cyprien. Donc, on va faire rentrer 2 générations 4e, 3e sur le collège Clément Cisor. Les garçons avaient leur structure sur le collège Berthelot et les filles vont avoir la leur sur le collège Clément Cisor. On est dans les tuyaux pour ouvrir un centre de formation dans les années à venir, en sachant que pour l'instant, il n'y a que 6 clubs qui ont ouvert un centre en France à la rentrée dernière. Les clubs de D3 et D2 ne sont pas éligibles pour le moment, mais ça va venir. Donc, mon rôle, c'est d'essayer d'être dans le présent et d'amener l'équipe vers la performance pour monter en D2, mais aussi de me projeter sur l'avenir et de me dire comment est-ce que le TFC peut construire les bases de demain, à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan structurel. Voilà. Et ça occupe facilement mes journées. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur les 23 aussi, sur les U19, en tant que responsable, comment tu trouves leur saison? Alors les 19 qui ont bien performé, là, qui sont en excellence du coup pour le moment, mais qui, comme on disait tout à l'heure, c'est une très jeune génération, et les U23 qui tiennent la baraque, j'ai envie de dire, en Régional 1. Les U19, là encore, ça fait 2 ans qu'on va au barrage d'accession à la phase élite. On y était il y a 3 ans en phase élite. Donc on s'inscrit parmi les 8 meilleures équipes du pays chez les jeunes. Pour une équipe qui a son équipe senior en D3, c'est vraiment particulier. On est très heureux et fiers de ça. On aimerait surtout que ces jeunes filles puissent être au meilleur niveau possible, parce que ça leur fait les meilleures oppositions possibles, mais surtout qu'on arrive chaque année à promouvoir 2 à 3 filles d'une génération sur le groupe d'entraînement, pourquoi pas sur le groupe de compétition. C'est ça l'objectif de l'équipe U19, au-delà de performer dans le championnat national. C'est avant tout qu'on puisse sortir des jeunes filles capables de jouer avec les seniors sur les 2 premières divisions. Et après, sur les 23... Donc ça, c'est un changement de cette saison. L'équipe réserve, pendant les premières années où moi j'étais au club, était une équipe avec des années d'âge différentes, des joueuses expérimentées, d'autres moins expérimentées. Mais elle avait pour moi pas vraiment sa place dans le cursus de formation et de post-formation d'un club professionnel. Et c'était important qu'on la rajeunisse pour finalement qu'elle accueille les joueuses qui, sortant des 19, n'étaient pas tout à fait prêtes à jouer sur l'équipe senior Fagnon, et qu'elle puisse leur permettre d'avoir un entre-deux. Et dans les projections, bien sûr, à l'avenir, à moyen terme, on aimerait, si les D2 peuvent créer un centre de formation, qu'on amène cette équipe réserve en D3. Si on a la chance de monter en D2 à court terme. Une question d'auditeur. Oui, on a Fitz31 sur Twitch qui nous demande par rapport à la data, est-ce que les cellules recrutement fonctionnent de la même façon que celles des garçons?
On n'a pas de, il n'y a pas de données data en dehors des premières divisions européennes. Les grosses bases de données data sont vraiment orientées que sur l'AD1 Arkema et les premières divisions espagnoles, italiennes, allemandes. Nous, on peut pas aujourd'hui aller chercher des joueuses en se basant sur les données. Donc, on le fait à la connaissance de la joueuse. Heureusement, le milieu féminin est un peu moins fourni que le milieu masculin en termes de licenciés, donc c'est plus facile d'aller les chercher ou de les connaître. Mais le jour où la data va se diffuser, et en même temps que la médiatisation des matchs des deux, bien évidemment, on se servira de cet outil qui, quoi qu'on puisse en dire, a plutôt bien fonctionné avec nos professionnels ces dernières années. Est-ce que tu aurais un petit mot s'il y a des jeunes filles qui regardent l'émission, qui hésitent à se mettre au foot ou qui veulent venir au TF, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que là, on a passé l'étape de l'environnement familial qui refuse que les jeunes filles elles fassent du foot parce que c'est un sport de garçons. Ça, c'était une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de freins. Donc, je leur dirais, regardez les JO cet été. Regardez la victoire finale de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, que ça vous donne envie de faire du foot. Et si vous avez des qualités particulières, restez avec les garçons le plus longtemps possible. Ouais. Parce que c'est l'accès le plus favorable au haut niveau. Et au TFC, on lance à partir de cette année la mixité en interne, chose qu'on faisait peu. Mais il y a 2 joueuses, notamment, qu'on va essayer de faire intégrer au groupe de la préformation masculine U14, U15 l'année prochaine à l'entraînement. Et ça s'était pas fait depuis... Il y a une joueuse qui avait fait ça il y a quelques années, c'était Mathilde Bourdieu, qui joue aujourd'hui au Paris FC. Et ça va favoriser grandement l'évolution des jeunes filles vers le haut niveau.